Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis. Mon invitée est une spécialiste de l'analyse du système politique américain. Elle est politologue et journaliste basée à Washington pendant près de 30 ans. Marie-Christine Bonzon a été journaliste à Voice of America, correspondante de la BBC. Elle a couvert les mandats de 5 présidents américains, George Bush père, Bill Clinton, Bush fils, Barack Obama et Donald Trump. Aujourd'hui, elle est en France, d'où elle décrypte la politique américaine et les politiques des États-Unis pour de nombreux médias français et internationaux. Bonjour Marie-Christine, comment allez-vous? Ça va très bien, Gilles, et j'adore décidément votre générique. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est en apprécié. femme de radio, je prête toujours une attention particulière, mes oreilles en tout cas, au générique, et j'adore le vôtre. Et là, mais c'est très gentil. On l'a choisi. On a essayé de trouver quelque chose qui pourrait traverser le temps. En fait, c'était ça, d'avoir quelque chose de neutre, mais tout assez dynamique. Ce qui correspond un peu à ce qu'on va espérer. On a un gros sujet aujourd'hui. Une campagne en vue du scrutin présidentiel de cette année qui se dessine un peu comme un copier-coller de 2020, avec probablement une confrontation entre Biden et Donald Trump, bien que on parle encore d'une élection américaine historique. Est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait valable, Marie-Christine? Ah oui, c'est historique cette campagne présidentielle et à de nombreux points de vue, Gilles. D'abord, c'est une campagne qui met en vedette les deux candidats à la Maison-Blanche les plus âgés qu'on ait jamais vus, Joe Biden et Donald Trump, déjà ça. Les plus âgés, et puis je dirais surtout, et on en parle moins, mais moi j'en parle, les plus redoutés. Encore plus qu'en 2016. Vous savez, on avait en 2016 Donald Trump et Hillary Clinton, et c'était à l'époque les deux candidats dont les Américains avaient eu le plus peur. Curieusement et véritablement. Et là, c'est la même chose. On voit que Biden et Trump font aussi peur l'un que l'autre, pour des raisons différentes, mais aussi peur l'un que l'autre aux électeurs américains. Et c'est surtout deux candidats dont la majorité des Américains disent qu'ils n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de Biden pour un second mandat, ils ne veulent plus de Trump pour un second mandat, ils ne veulent plus de ces deux hommes. C'est historique. Alors, Trump aussi, sur le plan historique, je dirais, s'essaye à quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 1940 dans l'histoire américaine. Il est le premier ancien président à se présenter à nouveau, donc pour un deuxième mandat dans son cas, depuis Herbert Hoover. Herbert Hoover, on l'oublie, mais il avait été président dans les années 20 avant FDR, avant Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt et non pas Theodore. En 1940, il s'est représenté à l'investiture du Parti républicain, qui était son parti. À l'époque, il n'y avait pas de primaire. C'était un temps béni pour certains électeurs américains. Il n'y avait pas de primaire. On faisait ça aux conventions, c'est-à-dire en mauvais français, au congrès du parti d'investiture des partis. Et Hoover s'était présenté, il avait été relégué très rapidement à la convention. Donc Trump essaye de refaire ça. Et s'il était réélu, s'il était réélu, ça serait depuis 1892 qu'on n'aurait pas vu un ancien président, se présenter et être réélu. L'ancien, 1892, c'était Grover Cleveland qui s'était présenté contre Benjamin Harrison. C'est historique aussi parce que c'est la première fois, Gilles, qu'un président sortant américain fait campagne alors qu'il fait l'objet, et là on parle de Joe Biden, qu'il fait l'objet d'une enquête en destitution par la Chambre des représentants, et au même moment où l'un de ses très proches, le fils de Joe Biden, Hunter, est inculpé par la justice fédérale et visé par une enquête du Congrès lui-même pour fraude fiscale, pour corruption, pour blanchiment d'argent. Donc de l'historique, il y en a un petit peu partout dans cette campagne. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que j'imaginais en parlant de l'histoire, je me disais des jeunes qui, dans 50 ans, apprendront l'histoire et feront un cours d'histoire américaine, politique américaine, vont dire, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Cette période-là est absolument inimaginable. Historique aussi, bien sûr, parce que c'est la première fois qu'un ancien président, cette fois je parle de Donald Trump, il est frappé de chef d'inculpation et il doit faire campagne en effectuant des allées et venues avec plusieurs tribunaux. Donc, de mon point de vue, ayant étudié le système politique américain depuis longtemps et l'ayant couvert aux États-Unis pendant près de 30 ans, je dirais que c'est historique aussi parce que cette campagne, Gilles, reflète, je dirais, en ces deux hommes,
l'échec monumental et catastrophique véritablement du système à deux partis qui a été forgé par le Parti démocrate et le Parti républicain aux États-Unis. C'est des formations politiques qui, parmi 330 millions d'Américains qui vivent aujourd'hui aux États-Unis, vont aller choisir deux candidats probablement officiels qui sont des présidents parmi les plus impopulaires de l'histoire moderne du pays et qui font peur en plus à leurs compatriotes pour des raisons diverses. Est-ce que on va en reparler là, évidemment dans ce balado, mais est-ce que c'est faute de mieux? Parce qu'on se dit comment ça se fait qu'ils n'ont pas été capables en 4 ans de trouver... Remarquez qu'il y en a d'autres, là. Je comprends qu'il y a eu des candidats, mais rapidement, on se rend compte que les chances sont minces et ça coûte tellement cher. Il y a tellement d'éléments qui font que... Mais on aimerait, dans le fond, je pense que les Américains aimeraient un souffle nouveau, une nouvelle vague, peut-être un rajeunissement, ça serait pas trop. Tout à fait, et c'est ce qu'ils souhaitent. C'est ce qu'ils souhaitent, on le voit, ils le disent, ils le répètent, ils veulent plus de choix, ils veulent plus de partis, ils veulent un débat politique plus ouvert, ils veulent des médias américains qui couvrent les candidats alternatifs, qui couvrent les petits candidats qui se présentent contre Biden et Trump, alors que les médias américains, dans leur large partie, notamment les plus grands d'ailleurs, ne le font pas. Mais c'est historique aussi parce que justement, dans ce contexte-là, on a une année qui est la plus propice à un candidat tiers. Il y a de l'espace aujourd'hui, en 2024, pour un candidat tiers, probablement autant qu'il y en avait en 92, quand le fameux Ross Perot, vous savez, celui qui se retroussait les manches et qui était un richissime Texan qui faisait campagne pour lutter contre le déficit budgétaire, mais aussi déjà à l'époque contre le système à deux partis. Eh bien, depuis 1992, c'est la meilleure année, 2024, pour un candidat tiers, un candidat alternatif. Et là, il y a une décision cruciale qui est à prendre par les Américains d'abord, bien sûr, et par leurs médias. Est-ce qu'on veut continuer avec ce monopole à deux partis, c'est-à-dire ce duopole, ou alors est-ce qu'on veut vraiment changer les choses cette année? Oui. Il y a quelques étapes sur lesquelles on doit s'arrêter, Marie-Christine. Le 8 février dernier, c'est pas très loin. C'est une date qui devient aussi historique, importante à tout le moins aux États-Unis, autant pour le camp Trump, dont l'inéligibilité potentielle est débattue à la Cour suprême, et au même moment au ministère de la Justice, qui en publiant le rapport du procureur Hur, c'est Hur ou Hur, je sais pas comment on le prononce. Hur, OK. Oui, avec un beau H aspiré. Qui met en exergue la perte. Ça devient important parce qu'il y a plusieurs personnes qui le présumaient, qui avaient une présomption de perte de capacité cognitive, mais là, c'est comme dit, là. Ça change probablement la perception. Oui, absolument. Cette journée de jeudi dernier, le 8 février, a été historique à bien des égards. À Washington, mon ancienne ville d'adoption, on a eu, à quelques centaines de mètres d'espace, d'intervalle, deux choses absolument historiques se déroulaient. D'une part, à la Cour suprême, le cas potentiel, pour le moment, de l'inéligibilité de Trump, débattu à la Cour suprême des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'elle débattait? Elle débattait une décision de la Cour suprême de l'État du Colorado, où ne siègent que des magistrats nommés par des gouverneurs du Parti démocrate, soit dit en passant, qui souhaitent interdire à Trump de figurer sur le bulletin de la primaire républicaine de l'État du Colorado. Et ce, au titre d'un amendement à la Constitution relativement obscur qui s'appelle le 14e amendement de la Constitution et qui avait été fait, donc adopté après la guerre de sécession et qui visait à empêcher les anciens cadres sudistes, les anciens officiers militaires et autres sudistes, qui s'étaient évidemment engagés dans une insurrection, une rébellion contre le Nord, contre la Fédération, contre l'Union, de participer au gouvernement fédéral nouveau, celui qui était issu de la guerre de sécession. Alors, c'est un amendement très, très rarement utilisé, quasiment seulement juste après la guerre de sécession, justement. Et si la Cour suprême fédérale statuait contre Trump, ce serait la première fois qu'un candidat majeur, bien sûr, et qui plus est, le principal opposant du président en exercice sortant, serait interdit d'accès au bulletin et donc d'accès aux électeurs. Ce serait évidemment un tournant monumental dans cette campagne présidentielle s'il y avait une décision dans ce sens. Et puis alors, à quelques centaines de mètres, on a eu au ministère de la Justice, ce 8 février, la publication de ce rapport du fameux procureur spécial Robert Hur sur... Alors lui, il statuait sur l'affaire, vous vous souvenez, des documents
secrets, des documents classés défense, conservés par Joe Biden depuis ses années de sénateur. On sait que Joe Biden a une longue carrière politique et donc il a été sénateur, vice-président et maintenant président. Et donc depuis ses années de sénateur et également pendant qu'il était vice-président, après sa vice-présidence du président Obama, il est parti avec de nombreux dossiers, des dossiers notamment classés défense. Et donc le procureur spécial Robert Hur a trouvé que Biden a bien violé la loi en prenant et en divulguant à son nègre, c'est-à-dire à l'écrivain qui a écrit ses mémoires, puisque là on a appris également que Joe Biden n'écrit pas ses propres mémoires, mais qu'il avait effectivement un écrivain dans l'ombre, ce qu'on appelle un nègre, pour écrire ses mémoires, et bien qu'il a bien violé la loi, en divulguant ses informations secrètes après sa vice-présidence, mais il ne l'a pas inculpé. Donc ça, c'était un premier point. Mais dans ce rapport, dans le fil de ce rapport, pour justifier l'absence d'inculpation essentiellement, le procureur spécial a estimé que, essentiellement, il serait très difficile pour lui, procureur spécial, de remporter une condamnation du président Biden, parce que le président Biden apparaîtrait à un jury comme, et je cite, un homme doté d'une mauvaise mémoire. Pour ce qui est de cela, je dirais que la journée du 8 février, Gilles, a marqué un tournant dans la campagne. Pourquoi ? Parce qu'elle a effectivement confirmé ce que les Américains, une majorité d'Américains, voient depuis longtemps, ce qu'une majorité d'Américains... ce qui inquiète une majorité d'Américains, à savoir que cet homme, Joe Biden, est diminué sur le plan cognitif et c'est un homme qui a vieilli et qui a diminué devant les yeux des Américains. Et la question de savoir, donc maintenant aussi, qui gouverne vraiment la Maison-Blanche en ce moment. Est-ce bien Joe Biden ou est-ce quelqu'un d'autre ou une équipe derrière lui ? Voilà, tous ces questionnements, toutes ces préoccupations que l'on voit filtrer dans tous les sondages depuis au moins 2 ans, ont été cristallisés par cette conclusion écrite, désormais officielle, d'un rapport d'un procureur spécial nommé par le ministre de la Justice de Joe Biden. Et Marie-Christine, les gens vont comparer parce que d'une certaine façon, M. Trump et M. Biden, à peu près le même âge, fin 70, tournant 80, sauf que, et physiquement, et dans l'élocution, dans le côté cognitif, il y a une bonne différence. On sent, les aiment ou aiment pas, là, je parle juste physiquement, puis ça compte beaucoup parce que la perception, c'est souvent qu'est-ce que ça représente, qui va nous représenter. Alors là-dessus... Alors ça commence un peu pour Trump. Hein. On se souvient qu'il y a quelques jours, Trump avait complètement mélangé les pinceaux entre Nikki Haley, sa rivale, âgée de 50 ans à peu près, et Nancy Pelosi, une doyenne, ancienne présidente de la Chambre des représentants, quand il parlait du 6 janvier 2021, cette terrible journée au cours de laquelle de nombreux de ses partisans s'en étaient pris au Capitole pour essayer de changer les résultats du scrutin présidentiel de 2020. Donc, est-ce que effectivement le gâtisme est en train de gagner également Trump, alors qu'il a déjà bien entamé probablement, d'après ce que l'on voit, tout ce que l'on entend et ce que l'on lit maintenant dans le rapport du procureur Hur, le président Biden, oui, c'est possible. Mais oui, en termes de dynamisme, je dirais physique, certainement pour le moment en termes de dynamisme verbal, on va dire, oui, Trump s'en sort mieux que Biden. Revenons sur M. Biden, qui est président le plus impopulaire depuis au moins 60 ans peut-être, depuis Carter. En fait, Carter, oui. Pourquoi, il y a plusieurs éléments peut-être, mais pourquoi exactement est-il si impopulaire? Wow, alors... on a du temps, Marie-Christine. On va essayer de résumer. Joe Biden n'a jamais été très populaire en tant que président déjà. Il a eu beaucoup de mal en tant que candidat déjà lors de ses 3 campagnes présidentielles, 88, 2008, 2020. Et il ne doit la victoire aux primaires démocrates en 2020 qu'à l'intervention du Saint-Esprit sous la forme des grands notables démocrates, surtout noirs, à l'occasion de la fameuse primaire de Caroline du Sud, où il a été littéralement sauvé des eaux. Biden a démarré sa présidence, donc avec une cote très moyenne de popularité. Pour un président américain, en général, vous savez, ils partent à fond la caisse et puis, bon, ça se dégrade un peu par la suite. Là, il est parti à 55% de satisfait. C'était très moyen
pour un président des États-Unis. Et Biden a vite dégringolé. Et puis, depuis la mi-août 2021, il est coincé sous la barre des 50%. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-août 2021? On a eu l'occasion d'en parler, vous et moi. C'était les conditions désastreuses, catastrophiques même, du retrait militaire américain d'Afghanistan. Depuis, il n'est jamais remonté au-dessus de la barre des 50% de satisfaits. Et aujourd'hui, il fait 40% de satisfaits seulement. Alors, le président Emmanuel Macron, le président de France, d'où je vous parle actuellement, serait ravi d'avoir une cote de popularité de 40%. Il culmine, si j'ose dire, à 28% environ, à l'heure où je vous parle. Mais pour un président américain, je parle de la politique américaine ici, dans l'histoire des présidents américains, de la présidence américaine, 40% de satisfaits en moyenne des sondages à la 3e année de son mandat, c'est très mauvais pour Joe Biden. Et à ce moment de leur mandat, de leur premier mandat, W. Bush le fils, était à 51% de satisfaits, Obama à 48%, et même Trump était plus populaire que Biden à 45% de satisfaits. Et puis, bien sûr, pour expliquer cette impopularité de Biden, il y a le bilan de Biden. Après 3 ans de présidence, sur plusieurs dossiers cruciaux, aux yeux de la majorité des Américains, tous les sondages le montrent, et en moyenne des sondages, il est jugé très négativement sur l'économie, sur l'inflation, sur la criminalité, sur l'immigration, et même sur son point fort, la politique étrangère. Est-ce donc possible d'imaginer que M. Biden ne soit finalement pas candidat démocrate? C'est encore possible en date d'aujourd'hui? Et oui, c'est possible. Et c'est le sujet, je dirais, qui domine les conversations à Washington en ce moment, et ce, depuis plusieurs mois, Gilles. Depuis l'été, exactement. Je dirais que depuis l'été dernier, on a vu plusieurs voix influentes à Washington, ou plusieurs voix qui reflètent, je dirais, des personnes ou des milieux influents au sein même du Parti démocrate qui se sont élevés publiquement pour demander à Joe Biden de se retirer, et même pour certains, de se retirer et d'emporter Kamala Harris avec lui, littéralement. Et je cite là... Faites le ménage, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Bon, ces personnes-là, notamment, les 2 premières ont été 2 David. Ça a été David Ignatius, le chroniqueur préféré d'ailleurs de Joe Biden au Washington Post, qui est un peu la voix, je dirais, à Washington de ce qu'on appelle l'État profond, les milieux des renseignements, le Pentagone, le département d'État, patati patata. Et puis un autre David Axelrod, cette fois-ci, qui est, on s'en souvient, l'ancien stratège de la victoire de Barack Obama en 2008. Donc le fait même qu'on évoque un retrait de Biden publiquement dans le camp démocrate est un signe, je dirais, renseigne sur la fébrilité qui règne au sein du camp démocrate actuellement quant aux chances de réélection du président sortant. Ça ne sera pas simple. Mais quand on regarde ça, on regarde les 2 candidats qui traînent des boulets tellement lourds. Prenons par exemple M. Trump, qui a des démêlés multiples avec les autorités, la justice, et qui ne semble que mener un renforcement de sa position dans les intentions de vote. C'est ce qu'on voit. Comment on explique que malgré 91 chefs d'inculpation, j'espère j'en oublie pas, contre lui, M. Trump domine, mais de façon outrageuse, les sondages nationaux et aussi les sondages dans les États clés? Oui. Alors, avant de répondre à ça, je voulais juste revenir sur l'histoire de Biden et est-ce qu'il peut être, je dirais, remplacé retiré. Sur 3 prises. On va dire. Et alors, juste pour noter que dans le camp démocrate, c'est possible. Pourquoi? Parce que contrairement au Parti républicain, qui n'a plus ce mécanisme, le Parti démocrate a encore un mécanisme qu'on appelle les superdélégués. Alors, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Les superdélégués, ce sont les grands notables du Parti démocrate, qui, je dirais, bien que le Parti démocrate s'appelle démocrate, n'est pas démocratique. C'est-à-dire que le superdélégué, à la convention, c'est-à-dire au congrès d'investiture du Parti démocrate, a plus qu'une voix. Il compte pour plus qu'une voix. C'est-à-dire que les superdélégués ils ont le droit de faire ça, et ils pourraient le faire s'ils jugent que M. Biden va vraiment dans le mur en novembre. C'est-à-dire le jour du scrutin, le 5 novembre, il pourrait décider à la Convention d'aller contre les délégués ordinaires qu'il aura accumulés au cours des primaires, puisqu'il est en train de récupérer toutes les primaires, tous les délégués lors des primaires actuelles. Et les superdélégués, c'est-à-dire des gens comme Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, John Kerry, des gens comme ça, pourraient décider à ce moment-là de supplanter l'avis des délégués et de retirer
Joe Biden et peut-être le ticket Joe Biden-Kamala Harris. Ce mécanisme existe encore au sein du Parti démocrate. Il n'existe plus quasiment au sein du Parti républicain. Est-ce qu'il a déjà été utilisé? Est-ce qu'il a été utilisé dans l'histoire? Non, jamais. OK. Non. Okay. Non. Mais pour revenir à ta question concernant Trump, lui, de l'autre côté, hein, du côté républicain, oui, il domine tous les sondages nationaux pour le moment face à Biden, et il domine dans les États clés surtout. Alors, pourquoi c'est important dans les États clés? Parce que, comme je l'ai souvent expliqué à propos de l'élection présidentielle, ce qu'il faut comprendre aux États-Unis, c'est qu'une présidentielle, elle n'est pas organisée au niveau national. Elle est organisée dans les États par les deux partis qui contrôlent chacun des États. Et donc, le système électoral, hein, le bulletin, qui a accès au bulletin de vote? Il y a autant de bulletins qu'il y a d'États, plus l'État de Washington, le district de Columbie, la ville de Washington, la capitale. Donc, au jour d'aujourd'hui, Trump, si le scrutin avait lieu, serait élu face à Biden, parce qu'il domine dans les États clés qui feront la différence le jour du scrutin présidentiel. C'est dans les États clés que se joue une présidentielle américaine. Malheureusement, ce qu'on appelle les États indécis ne sont pas forcément indécis, mais ils changent de camp souvent. C'est surtout ça. Ils sont fluctuants. C'est plutôt des États fluctuants que des États indécis. Et donc, pour Biden, je dirais que c'est pas étonnant. Moi, ça m'étonne pas parce que, d'une part, sa base est très solide. Hein. Il y a entre 66 et 73% des républicains aujourd'hui qui pensent, par exemple, que Trump est traité de manière injuste, hein, actuellement, avec tous ses chefs d'inculpation. Et puis, il est porté, toujours, hein, ça a toujours été le cas avec le phénomène Trump, depuis 2015, hein, depuis qu'il a descendu l'escalator de la Trump Tower à New York, hein, pour se présenter. Il est porté par cette vague de mécontentement très profonde au sein de l'électorat américain envers les élites. Hein, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui se jouer notamment. Évidemment, Trump bénéficie bien sûr de l'extraordinaire impopularité de son rival Biden, bien sûr, et des inquiétudes à propos de son âge. Et Marie-Christine, j'ai l'impression qu'il réussit encore à passer pour un homme qui n'est pas du tout un politicien. C'est un homme d'affaires qui décide de brasser les choses, puis qui va changer les choses, qui va... Tu sais, les gens disent, c'est un gars d'action. On aime ça. C'est ce que j'entends sur ceux qui sont des vrais fans de Trump. Ils disent, c'est pas un vrai politicien. Mais en même temps, c'est pas vrai qu'il est représentant de la base. Là. Tu sais, c'est un milliardaire. Tu sais. Mais ça passe. Pour bien des gens, ça passe comme étant un différent. Hein? Oui, parce que il est un homme politique aujourd'hui. Il ne l'était pas en 2015-2016, mais il l'est aujourd'hui. Il a été président, il a été quand même le chef de l'État fédéral américain, le président de la plus grande puissance du monde. D'accord. Mais il parle, sa rhétorique, je veux dire, il parle toujours comme un ado. Hein? C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre à propos de Trump, c'est le gars s'exprime comme un ado. Simple à saisir, dans le fond, ce que vous dites. Oui, et en même temps, il a un espèce de flair pour saisir où est l'opinion américaine sur tel et tel dossier. Hein, il y a une espèce de flair. Une intuition très forte. Une intuition et la manière si vous voulez, une manière d'exprimer ce qu'il comme une éponge, si vous voulez, ce qu'il ressent dans l'opinion publique que quelqu'un comme Biden, par exemple, n'a pas. Et puis, évidemment, il élargit son soutien, c'est ça aussi. Hein. Même si il est très controversé, bien sûr, il réussit, on le voit pour le moment, à élargir son soutien, notamment auprès des indépendants. Cette catégorie de l'électorat qui est absolument cruciale, elle est de plus en plus grande. Les partis politiques républicains, démocrates ont de moins en moins d'affiliés. 27% des sondés se reconnaissent dans le Parti républicain, 27% dans le Parti démocrate. Le reste se considère comme indépendant. Vous voyez à quel point, aujourd'hui, l'électorat indépendant est encore plus important que d'habitude. Est-ce qu'il faut s'attendre, Marie-Christine, à ce que Trump fasse tout en son pouvoir pour retarder, repousser les échéances judiciaires après l'élection de novembre, dans l'espoir d'une victoire? Mais on comprend ce qu'il ferait pour une victoire, probablement. Absolument. Il s'organiserait pour échapper à tout ça. Mais on en rit, mais pour l'instant, ça semble sa stratégie d'étirer, d'aller en appel, de pousser. Il joue avec le système, entre guillemets.
Tout à fait. Et chaque défendant, chaque personne qui se défend de la justice a évidemment le loisir, s'il a l'argent aussi aux États-Unis, de pouvoir faire appel ad libitum de toutes les décisions qu'ils ont prises contre lui. Bien sûr, c'est son objectif. Oui. Mais comme les alliés de Biden, eux-mêmes font des pieds et des mains de l'autre côté pour accélérer, à l'inverse, le calendrier des procès dans l'espoir de faire condamner Trump sur quelque chose pendant les primaires et de toute façon avant l'automne. Pourquoi avant l'automne ? Parce qu'il faut se rappeler qu'aux États-Unis, ce n'est pas simplement le 5 novembre qu'il y aura le scrutin présidentiel. Les Américains aujourd'hui votent de plus en plus tôt avec les méthodes de vote anticipé, de vote par courrier postal. Ça s'est beaucoup développé pendant 2020 à l'époque du Covid, mais là on va voir que ça va être encore plus important certainement puisque le Parti républicain s'intéresse maintenant et met le paquet sur le vote anticipé, le vote par courrier comme les démocrates. Ils veulent essayer de rattraper les démocrates en termes de vote anticipé et de vote par courrier. Donc avant l'automne, les alliés démocrates de Biden veulent avoir dans leur besace au moins une condamnation de Trump sur un dossier important, comme les documents classifiés défense qu'il avait emportés à Mar-a-Lago ou comme évidemment son rôle dans le 6 janvier 2021. Donc les deux camps évidemment agissent et instrumentalisent la justice pour essayer d'en tirer un profit électoral. Et c'est le genre de choses, le genre de stratégie calculée qui effrite la confiance du peuple américain envers ses institutions démocratiques, le Congrès, la présidence, la justice, la Cour suprême, les médias. Rarement on a été aussi critique et dubitatif sur leur neutralité, je dirais. Ah ben c'est carrément une perte de confiance record dans les institutions essentielles qui font une démocratie en 2022, en 2023. On le sait à travers Gallup, l'institut de sondage évidemment historique aux États-Unis, qui observe ces tendances depuis 1979. Donc bien avant et l'émergence des réseaux sociaux et bien avant l'émergence de Trump. Donc tous les pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire et les médias, qui sont considérés surtout aux États-Unis comme soi-disant le quatrième pouvoir, eh bien, ils connaissent une crise très grave, historique, de représentativité et de légitimité. Qu'est-ce qu'ils disent les Américains aux sondeurs sur ce point ? Ils disent qu'ils sont très préoccupés par l'état de leur démocratie. Sondage après sondage, la démocratie, c'est un sujet prioritaire pour la grande majorité des Américains. C'est en fait leur préoccupation principale juste après les problèmes économiques, l'inflation, l'emploi, etc. Dites-moi, M. Trump reste le grand favori pour être le candidat du Parti républicain à la présidentielle. Il a dit récemment qu'il pourrait abuser de ses pouvoirs dès qu'il rentrera à la Maison-Blanche pour atteindre certains objectifs. Il n'y a rien de rassurant là-dedans, mais on a l'impression qu'il est capable de faire ça. Il est en effet... d'abord le mieux placé pour l'investiture du Parti républicain et pour l'élection présidentielle. Mais à ce jour seulement, il peut y avoir des rebondissements, notamment s'il y a une condamnation, quelle qu'elle soit, mais surtout une condamnation dans les dossiers que j'évoquais tout à l'heure. Trump pourrait perdre certains électeurs républicains au sein même de son parti, et il pourrait perdre l'avantage qu'il a actuellement auprès des électeurs indépendants, c'est-à-dire donc ceux qui vont faire la victoire ou la défaite dans tout scrutin présidentiel. Alors, oui, Trump a laissé entendre qu'il aimerait gouverner de façon autoritaire s'il était réélu. Il a parlé d'être dictateur pour un jour, disait-il, le premier jour, on day one. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? A priori, si on peut interpréter ce qu'il dit, pour le moment, ce qu'il entend dire, c'est gouverner par décret on day one, c'est-à-dire le premier jour, pour démanteler la plupart des politiques de Biden, comme l'avait fait d'ailleurs Biden on day one, avec des décrets qui avaient détricoté quasiment toutes les mesures prises par Trump. Alors, comme tout avec Trump, si on veut comprendre ce phénomène, Gilles, on pourrait donc aller vers un paroxysme dans l'une des tendances qui est une tendance de fond en politique américaine. La tendance de fond ici, dont il est question plus qu'en filigrane dans ses propos à Trump, c'est que c'est le pouvoir exécutif et l'extension des pouvoirs exécutifs, notamment vis-à-vis du Congrès. Or, ça fait longtemps, surtout depuis Barack Obama du second mandat, je dirais, que les deux partis, républicains et démocrates, qui alternent au pouvoir exécutif, gouvernent par décret. Cela fait longtemps, surtout depuis Bush fils, que le pouvoir exécutif américain décide d'engager le pays dans une guerre sans l'aval du Parlement.
on ne l'a vu que trop souvent. Mhm. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a désormais ce fossé dont on vient de parler entre le peuple américain et les élites qui dominent les institutions. Trump, aujourd'hui, dit qu'il aimerait essentiellement généraliser le gouvernement par décret, et ce n'est pas du tout rassurant. Non, puis d'ailleurs, même ces récents propos, encore plus récents, parce qu'au moment où on enregistre, on est le 13 février, quand tu as parlé de l'OTAN, c'est sûr que moi, j'envoie une stratégie pour être encore plus fort, de dire aux Américains, on va être nationalistes comme jamais, puis on s'occupera du reste du monde après, mais il y a sûrement beaucoup d'oreilles pour ça aux États-Unis. Je ne sais pas si vous pensez la même chose. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de stratégie électorale là-dedans. Je ne vois pas, à moins que vous me dites, oh non, il est capable de complètement de dire des choses aussi semblait horrifiques, de dire horrifiantes. Qu'on va demander aux Russes même. Au contraire, gâtez-vous, attaquez le Canada, attaquez tous ceux qui ne payent pas. Ça me semblait quelque chose pour faire d'une certaine façon, pas rire, mais pour ramener les Américains vers l'importance de l'hégémonie, mais surtout d'être maître, entre guillemets, chez nous. On a déjà entendu ça au Québec, nous. Oui, alors il a tenu les propos qu'il a tenus sur l'OTAN lors d'un meeting électoral. Je crois que c'était au Nevada, pendant la primaire. Et chez Trump, effectivement, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a toujours un élément humoristique. Alors, ça ne fait pas rire tout le monde, et notamment sur l'OTAN. Ça a fait rire ses partisans dans le Nevada. Pas beaucoup en Europe. Mais pas beaucoup en Europe, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, sur l'OTAN, qu'est-ce qu'il faut dire sur l'OTAN et Trump? C'est qu'il avait déjà dit ça avant. C'est-à-dire, je veux dire, en 2016, pendant la campagne, il faisait déjà campagne en disant qu'il allait éventuellement sortir les États-Unis de l'OTAN. Il ne l'a pas fait en tant que président. Mais par contre, ce qu'il a fait, c'est faire dans la continuité par rapport à Obama. Obama, en public et en privé, avec ses interlocuteurs européens, en particulier membres de l'OTAN, avait dit et répété qu'il fallait que les pays européens consacrent plus d'argent à leur protection militaire, et notamment donc à leur contribution à l'OTAN. Trump, évidemment, n'avait pas fait la même chose avec le même style qu'Obama ou avec la même rhétorique qu'Obama. Il était rentré, je dirais, dans l'art du dossier et évidemment, on le sait, il avait beaucoup heurté. Cela dit, il y a cette continuité quand même. Les États-Unis tiennent effectivement, depuis Obama en particulier, sont assez ouverts sur le sujet et Biden, dans un certain sens, l'a également dit à ses interlocuteurs européens, sauf qu'évidemment, il n'a pas été aussi controversé sur ce dossier parce qu'il ne l'a pas fait ouvertement, mais il y a cet intérêt que les États-Unis ont exprimé de voir les pays européens en particulier contribuer plus à leur défense et à la défense au sein de l'OTAN. Ça, c'est le minimum 2%, si j'ai bien compris. Hein? C'est ça, au minimum. Okay, au minimum. Alors, certains pays ont augmenté leur contribution en Europe, mais pas dans les proportions auxquelles Trump le souhaiterait. Le problème, c'est que si le PIB augmente, le pourcentage ça donne beaucoup plus d'argent à donner, dans le fond. C'est parce que c'est lié directement aux performances économiques. Fait que si jamais, comme pour le Canada, le PIB a augmenté beaucoup, le 2% représente beaucoup plus d'argent à mettre. Mais je ne sais pas si... Puis d'ailleurs, il y a bien des pays qui se disent, bon, est-ce que c'est prioritaire? Est-ce qu'il faut écouter notre peuple? Fait que c'est une situation qui est plus hasardeuse. Mais on ne peut pas être très surpris, Marie-Christine, de cette position isolationniste de M. Trump. Non, du tout. Trump, c'est à la base de son message sur le plan international. Hein. C'est-à-dire, c'est de dire, moi, je suis un non-interventionniste. Et c'est une position qui plaît non seulement à sa base électorale, mais aussi à beaucoup d'autres Américains. Ah ben oui. Y compris sur l'aile gauche du Parti démocrate. Il y a beaucoup d'Américains, y compris sur l'aile gauche du Parti démocrate, qui veulent, depuis longtemps déjà, que les États-Unis ne jouent plus aux gendarmes du monde, qui veulent que les États-Unis et que l'État fédéral américain consacrent plus de moyens à régler les problèmes aux États-Unis même. Oui, absolument. En fait, dans cette campagne à laquelle nous assistons aujourd'hui, Gilles, à part Biden, le seul candidat interventionniste, c'est Nikki Haley. C'est la rivale républicaine de Donald Trump, qui est encore en liste d'ailleurs, au sein du Parti républicain pour les primaires. Mais tous les autres candidats, la plupart des candidats indépendants certainement, et tous les rivaux de Biden aux primaires démocrates sont des non-interventionnistes. C'est le cas de Robert Kennedy Jr., qui se présente désormais en tant que candidat indépendant depuis qu'il a quitté le Parti démocrate en septembre. C'est le cas du professeur Cornel West, l'autre candidat indépendant de cette campagne. C'est le cas de Jill Stein, qui est la candidate du Parti des Verts. C'est le cas du candidat socialiste, William Stoughton. Et c'est le cas des trois rivaux
de Biden au sein du Parti démocrate. Marianne Williamson, Cenk Uygur et Dean Phillips sont tous les trois des gens qui prônent un non-interventionnisme des États-Unis sur le plan international et une focalisation sur l'investissement pour régler les problèmes intérieurs des États-Unis. Ce qui prouve bien que ce n'est pas l'apanage uniquement du Parti démocrate ou républicain dans ce cas-ci. Tout à fait. Oui, absolument. Tout à fait. Ça n'est pas, non, je veux dire, ça fait l'unanimité, si vous voulez. En tout cas, la majorité de l'opinion, l'opinion publique américaine. Ou presque. Parmi les candidats, oui, à part Biden et Nikki Haley, qui est plus proche en politique étrangère d'ailleurs de Biden qu'elle ne l'est de Trump, ça c'est certain. Et revenons un peu sur M. Trump, c'est difficile de pas en parler. Les craintes de dérive autoritaire sont soumises et sont mises de l'avant par plusieurs observateurs aguerris. Moi, j'ai retenu Jason Opal, un professeur constitutionnaliste américain qui est titulaire à l'Université McGill, qui est inquiet. Il dit, et je cite, « On a quelqu'un qui dit qu'il ne respecte pas la Constitution, qu'il va chasser ou s'en prendre à ceux qui le critiquent. S'il arrive au pouvoir, M. Trump va certainement remplacer un très grand nombre d'employés du gouvernement fédéral américain par ses partisans. Il l'a déjà fait et il le fera encore. J'ai l'impression que certains droits et libertés sont ici en jeu. » Est-ce que vous voyez ça aussi clair que ça, Marie-Christine? Alors, sur le point qu'il évoque à propos des employés du gouvernement fédéral et le remplacement par des partisans, ça c'est un autre point où Trump, si vous voulez, annonce éventuellement qu'il va pousser à un paroxysme une tendance de fond de la vie politique américaine. De quoi il parle la personne que vous venez de citer, et Trump en particulier? Il parle de ce qu'on appelle en anglais les political appointees, c'est-à-dire les nominés politiques. Ce sont des amis du président, des amis politiques, les enfants des amis politiques, les enfants des grands donateurs, la grande du président, famille, etc. Voilà, la grande famille du président qui obtiennent des postes à l'intérieur de la fonction publique afin de faire en sorte que les priorités de leur bienfaiteur, je vais dire, le président, en exercice élu, eh bien, puissent être mises en œuvre. Alors, Trump, quand il a été président, de ce que l'on sait, il faut regarder sa présidence. Quand il a été président, il n'a pas utilisé tellement cet outil, les political appointees. En général, un président américain arrive avec dans ses valises 4000 nominés politiques qui s'insèrent, qui s'infiltrent partout dans la fonction publique américaine. Trump, pendant ses 4 ans de président, n'en a pas nommé 4000, certainement. Aujourd'hui, il laisse présager que s'il était réélu, il en peuplerait complètement la fonction publique. Donc, il a là aussi, vous voyez cette tendance. On a une tendance de fond dans la politique américaine qui est poussée potentiellement, pour le moment, on ne le sait pas, mais potentiellement, qui serait poussée potentiellement par un nouveau président Trump. Mais pour ce que disait la personne que vous citiez, oui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aux États-Unis, surtout dans le camp du Parti démocrate, mais aussi parmi les républicains modérés, comme par exemple le sénateur Mitt Romney, qui va d'ailleurs prendre sa retraite, pour s'alarmer d'une éventuelle nouvelle présidence de Trump. Et c'est aussi évidemment une stratégie de Biden, c'est son grand argument de campagne, la peur de Trump. Alors, Trump leur donne du grain à moudre, en particulier avec la terrible journée du 6 janvier 2021, l'attaque du Capitole par certains de ses partisans. Aujourd'hui, il leur redonne à nouveau du grain à moudre en tenant les propos qu'on vient d'évoquer sur l'OTAN, sur ces nominés politiques qu'il voudrait multiplier. On ne sait pas si Trump sera élu le 5 novembre prochain. On ne sait pas non plus ce que serait une deuxième présidence Trump. Mais ce que l'on sait, c'est que lors de sa première présidence, les institutions américaines, et donc la démocratie américaine, ont tenu, y compris le 6 janvier 2021. On sait aussi que depuis la fin de sa présidence, et même pendant sa présidence, avec les 2 procès en destitution, Trump a dû et il doit rendre des comptes, notamment sur son rôle dans les événements du 6 janvier. Le procureur spécial chargé du dossier l'a inculpé. D'ailleurs, au passage, il ne l'a pas inculpé d'insurrection ni de sédition, mais de tentative d'incitation. Il y a un procès qui est prévu à partir du 4 mars. Trump ne sera pas au-dessus des lois dans la démocratie américaine. Il devra répondre de son rôle. Mais le danger véritablement clair et présent, comme disent les Américains, the clear and present danger, ce sont les entraves à la démocratie qui sont posées actuellement par les 2 grands partis et par les 2 hommes qui les incarnent. Il y a des entraves à tous les échelons
dans les primaires républicaines et démocrates pour les candidats rivaux de M. Biden et de M. Trump. Il y a un refus de la part de Biden de débattre avec ses rivaux, mais aussi un refus de Biden de débattre avec Trump. Il se peut même que 2024 soit aussi historique, Gilles, sur un autre plan qu'on n'a pas encore évoqué. Il se pourrait bien que ce soit la première campagne présidentielle depuis que les débats télévisés existent aux États-Unis entre candidats, c'est-à-dire depuis 1960, où il n'y ait aucun débat entre les candidats investis des deux grands partis. Biden s'y refuse pour le moment, et en plus de ça, le Parti républicain a quitté l'organisme bipartisan, et privé d'ailleurs, non pas public, qui organise les débats présidentiels à la télévision. Donc on voit que pour le moment, le danger à la démocratie américaine, il est déjà bien présent, et il est déjà ancien, et c'est celui-là dont il faut s'occuper dès maintenant. Dites-moi, Marie-Christine, question qui peut paraître bébête, mais je pense qu'elle a son importance. Qu'est-ce qu'on sait vraiment du programme de M. Trump s'il est élu en 2024 au mois de novembre? Est-ce qu'il en a parlé? Ah oui, bien sûr, il en parle quand même lors de ses meetings. Ce sont des meetings fleuves, un peu moins fleuves qu'en 2016, mais quand même assez fleuves. Non, il en parle. Il en parle et par ailleurs, certains de ses ex-conseillers ou certains conseillers qui sont dans son entourage actuellement en parlent également. Bon, dans les grandes lignes, je dirais que ce qui a été évoqué par Trump et ses conseillers, si vous voulez, c'est de dire qu'il entend prendre immédiatement, sur un dossier crucial pour les Américains, s'il revient à la Maison-Blanche, il va lutter contre la crise migratoire, dit-il, qui est une crise migratoire historique à la frontière sud, et il va procéder à des expulsions massives d'immigrés clandestins. Il veut aussi accroître la production de pétrole à nouveau et faire en sorte que de nouveau les États-Unis soient non seulement indépendants mais dominants sur le marché de l'énergie. Ouais. Il veut investir dans l'énergie nucléaire, réduire la corruption au sein du gouvernement fédéral. Bon, ça dépend évidemment de ce qu'on comprend par corruption. Il veut aussi établir un système électoral basé sur le bulletin papier, avec obligation pour l'électeur de montrer une pièce d'identité. Tout ça, ce sont des choses dont il a parlé lui-même. Et au plan international, ce qu'il a affirmé, c'est notamment qu'il sortirait à nouveau les États-Unis de l'accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique, qu'il interdirait aux habitants de Gaza, actuellement bombardés par l'armée israélienne, d'obtenir des visas pour les États-Unis, et qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Et en plus de ça, qu'il ferait payer plus les pays membres de l'OTAN pour acquitter leurs contributions. Bon, voilà. C'est ce que l'on sait pour le moment des grandes lignes, si vous voulez, de son programme, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Est-ce que, Marie-Christine, la probabilité qui est quand même assez sérieuse que M. Trump redevienne président américain, est-ce que c'est assez pour effrayer des électeurs américains qui finiraient pas par dépit, mais par manque de choix ou comme on dit souvent, le moins pire des deux, aller voter démocrate, par exemple? C'est évidemment ce que Biden et ses amis démocrates soulignent et ce qu'ils espèrent. J'en doute pas. Mais bon, comme je le disais au début de notre conversation, Gilles, Trump et Biden font déjà peur à leurs compatriotes pour des raisons différentes. Bon, ils leur font peur. Et la question maintenant, c'est de savoir véritablement et sérieusement, c'est de savoir si la peur de Trump aux commandes du pays à nouveau sera plus forte que la peur de Biden aux commandes pour un second mandat. Oui, c'est la question. Donc, on risque d'avoir un vote comme nous, on le vit souvent au Canada, et plusieurs, on prend le moins pire des deux. Souvent, on calcule. Au lieu de voter pour, on vote, en fait, le moins pire. Oui, et c'est souvent, je dirais, c'est souvent ce que font les électeurs américains. Ils vous en parlent à chaque fois, to vote for the lesser of two evils, le moindre des deux maux. Et c'est ce à quoi, bien souvent, ils se sentent condamnés. Et c'est ce pourquoi on voit un tel taux d'abstention aux États-Unis. Les gens en ont marre, et ils en ont marre aussi de voter pour le moindre mal. Et ça avantage qui, ça, une abstention très grande dans le courant actuel? Difficile à dire. Oui, c'est difficile. Il y a beaucoup de... Trump a un réservoir de voix important dans les abstentionnistes, mais il y a aussi beaucoup d'anciens démocrates parmi les abstentionnistes. Donc, c'est difficile à dire. Beaucoup de jeunes ne votent pas, par exemple. Et donc, parmi les jeunes, il y a plus de démocrates qu'il n'y a de républicains. Donc, c'est difficile à appréhender. Mais en tout cas, l'année 2020 a marqué, je dirais, un taux de participation historique, puisqu'on ne l'avait pas vu depuis l'année 1900. C'était un taux de 60% à peine, je dirais, de participation. C'est beaucoup pour les États-Unis, bien sûr, mais ça fait quand même 40% d'abstention. Je ne sais pas quelle sera l'abstention
en 2024, mais il est probable qu'il y en ait beaucoup également. Effectivement. Ça serait étonnant que ça soit plus bas que ça, dans le fond. Ça risque peut-être d'être plus haut. Dernière question qui est quand même importante, mais d'ailleurs, j'ai hâte de voir si Trump va s'y arrêter, mais au-delà de la démocratie, on parle de l'économie, l'inflation, le droit à l'avortement, la crise migratoire, on en a parlé tantôt, les immigrants illégaux au sud du pays. C'est sûr que c'est des enjeux incontournables pour la campagne présidentielle. Est-ce que les deux, là vous me dites qu'ils s'affronteront peut-être même pas en débat l'un et l'autre, mais est-ce que les deux vont parler également de tous ces sujets-là parce qu'ils s'imposent? Alors, il s'impose dans l'opinion, il s'impose aussi pour certains d'entre eux dans le débat entre les deux candidats présumés du Parti républicain et Parti démocrate, notamment la crise migratoire. La crise migratoire à la frontière sud, l'immigration en général, c'est le dossier où M. Biden, le président sortant, fait le plus de mécontents. En moyenne des sondages, 32% seulement des Américains sont satisfaits de la politique de Biden en matière d'immigration, y compris beaucoup d'électeurs qui ont voté pour Biden. Alors, il la trouve trop libérale, c'est ça, je comprends? Ça dépend. Il y en a certains qui pensent que, notamment chez certains latinos, qui pensent qu'il n'a pas été assez loin. Et d'autres surtout, mais c'est la majorité, pensent que M. Biden a laissé la frontière sud beaucoup trop ouverte. On a atteint donc des chiffres historiques, plus de 6 millions d'immigrés illégaux appréhendés, ça veut dire, comme disent les autorités américaines, rencontrés. Exactement. C'est clair que c'est plus que ça, sans aucun doute. Là. On est d'accord? C'est au moins 10 millions. Ce qui est estimé, c'est qu'il y en a environ 4 millions qui n'ont pas été rencontrés, entre guillemets, à la frontière, mais qui sont passés à travers les mailles du filet. Ce sont des chiffres historiques depuis l'arrivée de M. Biden, et c'est quelque chose qu'il a ignoré, qu'il a voulu ignorer. Il ne s'est rendu qu'une seule fois à la frontière sud, et c'est quelque chose qui effraie beaucoup les Américains parce qu'ils voient ça à la télévision sans arrêt, en plein jour, des cohortes d'immigrés clandestins qui arrivent. Et c'est surtout, ce qui est important, c'est que ça ne concerne plus seulement les régions frontalières aux États-Unis. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que cette crise concerne aussi des villes comme Chicago, comme New York, comme San Francisco, autant de villes démocrates dont les maires actuellement réclament de Biden une action vigoureuse. Et c'est déjà un sujet, on le voit dans la campagne, y compris auprès des petits candidats, des rivaux de Biden, par exemple à la primaire démocrate, comme Marianne Williamson, Dean Phillips, qui mettent l'accent sur la nécessité pour Biden d'agir à la frontière et de sécuriser cette frontière. Qu'est-ce qui, selon vous, selon toi, allons-y avec selon toi, Marie-Christine, qu'est-ce qu'on doit surveiller là, dans les prochaines semaines, prochains mois qui vont, un point tournant? Bon, on ne peut pas présumer qu'il va être tournant, mais quelque chose qui est majeur, qu'on va surveiller beaucoup. Alors, il y a plusieurs choses à surveiller. Il y a toujours les imprévus, bien sûr, qui peuvent arriver soit au niveau international, soit au niveau intérieur en matière de crise. Mais ce qu'il faut suivre, bien sûr, c'est l'état de M. Biden. Son âge ne va pas s'améliorer entre aujourd'hui et le 5 novembre, et probablement sa situation cognitive non plus. Les problèmes légaux, juridique, judiciaire de M. Trump. Une condamnation changerait effectivement, notamment dans les dossiers que j'évoquais, les documents secrets le 6 janvier 2021, changerait probablement la donne auprès de l'électorat indépendant. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, Gilles, que c'est l'année la plus fertile, la plus propice pour un candidat tiers, depuis Ross Perot en 92, parce que ces deux candidats font peur, ils sont très impopulaires, Trump et Biden, et il y a donc là un espace inédit depuis 92 pour un candidat tiers. Ça peut être Robert Kennedy Jr., ça peut être quelqu'un d'autre éventuellement, quelqu'un qui ne s'est pas encore présenté, mais il y a un terrain très fertile, le plus fertile depuis cette époque-là. Est-ce qu'il pourrait avoir un impact, ceux qui se présenteraient comme tiers? Ah, tout à fait, tout à fait. Okay. Perot lui-même avait eu un impact certain, parce que on avait Papa Bush qui était très impopulaire, Bill Clinton qui n'était pas connu, considéré comme trop jeune, inexpérimenté. Il a eu un impact d'abord en réveillant le système, jugé déjà à l'époque sclérosé et trop contrôlé par les deux grands partis. Et puis surtout, il a pris des voix à Papa Bush et il a ainsi facilité la victoire à Clinton. Mais surtout, Perot a changé le contenu du discours politique. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, oui, quelqu'un comme RFK Jr. peut avoir un impact. Il fait 17% d'intention de quand vote. Même, en moyenne. Ah oui, 17%. C'est quand on sonde entre Biden, Trump
et RFK Jr., une élection avec ces 3 candidats, on voit que RFK Jr. fait 17% des voix. Il prend des voix et à Biden et à Trump, mais un peu plus à Biden qu'à Trump. Voilà. Donc, il pourra avoir un impact. Peut-être un autre candidat qui n'est pas encore déclaré pourrait avoir un impact. Et il y a effectivement, au bout du compte, les Américains, les électeurs. C'est à eux qu'il revient de choisir la suite qu'ils vont donner au rejet qu'ils expriment aujourd'hui, immense, envers le système à 2 partis et envers Joe Biden et Donald Trump. Les candidatures alternatives peuvent apporter un discours rafraîchissant qui est espéré, dans le fond, parce qu'on comprend qu'avec les démocrates et les républicains, cette dualité offre on va pas y arriver. Non, elle offre pas grand-chose de bien. Le discours rafraîchissant, je crois pas, non. Merci Marie-Christine, c'est très gentil d'avoir vos lumières. Merci à vous et à toi. Au revoir.